Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères a été reçu aujourd'hui à Nouakchott par le président mauritanien. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer et de promouvoir leurs relations. Dans la bande de Gaza, des familles entières sont décimées sous les bombardements sionistes. Malgré cela, la résilience du peuple palestinien reste inébranlable. La suspension du financement de l'UNRWA par plusieurs pays met en lumière les enjeux politiques et humanitaires majeurs qui pèsent sur la question palestinienne. Médias et gouvernement marocain critiqué par Christopher Ross, l'ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, pour avoir porté de fausses accusations contre lui lors de l'exercice de ses fonctions. Une énième dénonciation de l'ancien envoyé onusien. Au Maroc, la situation est socio-économique qui ne cesse de se détériorer. Entre fragilité structurelle, pression externe et crise agricole, Marzen est dans l'incapacité de résoudre ces multiples crises. La fragilité de son économie laisse entrevoir des lendemains incertains. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Nouakchott par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis un message écrit du président de la République. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer et de promouvoir leurs relations. Il a également été question de plusieurs projets de développement et de dynamisme. Je vous invite à écouter cette déclaration. Je réitère mes remerciements et ma considération à son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour l'accueil qui m'a été réservé et pour le message de fraternité et d'estime à transmettre au Président Abdelmadjid Tebboune. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et les promouvoir au plus haut rang. Outre leur souci constant de contribuer à tout ce qui est à même de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région et dans le proche voisinage. Les relations bilatérales sont actuellement à leur apogée sur le plan historique, mais aussi en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés convenus entre le président Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. على كافة المستويات والأصعدة وكذا ارتياحهما للنتائج الملموسة والمعتبرة. Le calife général de la Tariqa Tidjaniya, Sidi Ali Belarabi, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messaoud, qui a salué cette visite en estimant qu'elle est une consécration spirituelle qui hisse les relations bilatérales à un niveau qui répond à la volonté des deux chefs d'État. Le calife général de la Tariqa Tidjaniya était très heureux de l'accueil qui lui a été réservé, qui est un accueil qui reflète l'authenticité du peuple mauritanien. L'Algérie et l'Allemagne ont signé une déclaration d'intention commune pour ce qui est de la coopération dans le domaine de l'hydrogène. Il s'agit là de soutenir, mais aussi de renforcer les investissements dans tous les secteurs économiques privés et publics concernés par le développement de l'hydrogène dans les deux pays. Des accords de partenariat ont été également signés entre Sonatrach et Sonelgaz et des entreprises allemandes. Emel Bouarba. L'Algérie représente un partenaire privilégié pour l'Allemagne et pour l'Europe grâce à ses potentialités énergétiques et ses infrastructures à l'instar des pipelines de transport de gaz naturel traversant la mer Méditerranée. L'Algérie et l'Allemagne, qui comptent intensifier leur coopération énergétique, notamment dans les énergies renouvelables, ont signé une déclaration d'intention commune portant création d'une task force bilatérale sur l'hydrogène en vue de renforcer et soutenir les investissements dans le domaine. Nous avons abordé plusieurs points qui concernent l'énergie, notamment les énergies renouvelables et le développement de l'hydrogène. Et comme vous le savez, l'Algérie a initié une stratégie dans le cadre de la transition énergétique, ce qui nécessite un soutien technologique et une expertise pour maîtriser et promouvoir les énergies renouvelables.
Un partenariat qui s'est traduit par la signature d'un accord entre la société nationale Sonatrach et la société allemande pour la livraison de gaz naturel à l'Allemagne VNG. De même, un mémorandum d'entente entre Sonalgaz et l'Association fédérale allemande de l'industrie solaire a été scellé. Objectif, renforcer les capacités nationales dans le domaine technique à travers l'échange d'expertise qui permettrait de maîtriser tous les savoir-faire. Je salue l'Algérie, un pays qui nous a soutenus durant 2022 et 2023 en nous approvisionnant en énergie. Je vous présente mes sincères remerciements. Nous sommes appelés aujourd'hui à développer notre partenariat, notamment dans le domaine de l'énergie, et renforcer les investissements. Ces accords reflètent la relation de confiance qui nous lie. De quoi offrir de nouvelles perspectives et consolider le partenariat énergétique germano-algérien. L'Algérie, qui mise sur les énergies renouvelables, a l'intention de devenir un important producteur d'hydrogène, de quoi lui permettre d'exporter 10% des besoins de l'Union européenne d'ici 2040. Création d'un pôle technologique national dans la wilaya d'Annaba. C'est ce qui a été proposé en tout cas par le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises après avoir présidé la foire algérienne de l'entrepreneuriat. L'État tient tout simplement à promulguer des lois et mettre en place des mesures incitatives pour encourager l'économie numérique et d'en faire un pilier de l'économie nationale. Malim Damis. La foire algérienne de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'économie numérique à Annaba a constitué une véritable opportunité aux jeunes investisseurs pour mettre en avant leurs compétences en matière d'idées innovantes et d'entrepreneuriat. Tout a commencé chez moi, dans ma cuisine. Je me suis retrouvée à modifier les recettes selon mon goût. Désormais, nous sommes une Earl et nous souhaitons élargir notre projet. Même les grandes entreprises ont dévoilé leurs nouveaux produits, s'appuyant sur l'expertise des jeunes dans le domaine de la lutte contre les virus informatiques. Algérie Télécom a conclu un partenariat avec une start-up dans le domaine des antivirus. Cela permettra d'avoir un contrôle parental et un accès au réseau Internet en toute sécurité. Grâce à cette foire, nous avons voulu rapprocher les grandes entreprises des start-up. Nous avons mis en place une taxe importante au profit des entreprises qui sont dans la recherche et le développement. D'autres mécanismes de financement seront également mis en place. Nous comptons notamment encourager les start-up. Lors d'une sortie sur le terrain, l'édification d'un pôle technologique national consolidant l'écosystème entrepreneurial a été proposée. Une initiative qui incitera les jeunes et les compétences technologiques à s'engager dans l'investissement lié à l'économie numérique. Volet économique toujours, à travers cette virée à Lorwat, région à vocation agro-pastorale qui se distingue notamment par la céréaliculture, d'où l'importance de minoteries d'envergure pour le traitement de la production locale en céréales à l'image d'Agrodiv. Un reportage signé Badé Amran. Farine, semoule ou encore couscous, ces produits de large consommation sont produits par le groupe Agrodiv de la Roate et sont destinés à approvisionner le marché national. Le complexe industriel et commercial des moulins de la Roate qui dépend du groupe Agrodiv. C'est spécialisé en transformation céréale de blé dur et de blé tendre, d'une capacité en blé dur de 1100 quintaux au jour et de blé tendre de 2500 quintaux au jour, qui produisent dans le blé dur à peu près environ 700 quintaux de semoule et dans le blé tendre environ de 1550 quintaux de farine. Les moulins de la Roate sont dotés d'un laboratoire d'analyse destiné au contrôle de la matière première en déterminant le poids des grains, le taux des impuretés, de même que le produit fini. Une salle de contrôle dédiée à la supervision des différentes phases de production est également installée. Nous sommes ici dans la salle de contrôle. C'est une salle dédiée pour le contrôle des deux moulins. À partir de là, qu'on commande toutes les machines dans la minoterie et la semoulerie. C'est un process ancien, mais qui continue toujours à fonctionner bien. On a un rendement très très élevé par rapport aux autres moulins. Donc, grâce aux entretiens. Bien que mise en service dans les années 80, cette ancienne entreprise tourne à plein régime et 7 jours sur 7 pour faire face à la demande sur ses produits de première nécessité. Agrodiv de la Roate participe à la stabilisation du marché avant même le mois sacré de jeûne qui approche à grands pas.
Les bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée sont alors au 5e mois depuis hier. Le bilan des victimes est juste accablant. Des familles entières sont décimées. Et malgré toute cette violence, la solidarité entre Palestiniens est omniprésente. Ils s'entraident pour faire face à l'effroyable réalité de la vie. Wissem Abouzaïd et Mel Seydel. Un élan de solidarité poignant. Malgré les défis insurmontables, la résilience du peuple palestinien reste inébranlable. Dans des scènes poignantes de solidarité et de détermination, les Gazaouis se serrent les uns contre les autres, offrant un soutien mutuel dans ces moments de désespoir. Les rues de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, témoignent de la dévastation, alors que les Palestiniens font face à l'impensable, pleurant la perte des membres de leur famille et priant pour la sécurité des survivants. J'ai perdu 3 neveux et 3 nièces. Regardez, c'est un véritable massacre. Ils n'arrêtent pas de nous bombarder, on n'a plus rien à faire. Ils tuent des civils, des enfants et des personnes âgées. Nous sommes 11 familles déplacées. La maison s'est effondrée sur nos têtes. Que voulez-vous qu'on fasse ? Plus de 15 massacres ont été perpétrés contre des familles dans la bande de Gaza au cours de ces dernières 24 heures, faisant plus de 130 martyrs et plus de 170 blessés. Les bombardements à Gaza ne connaissent pas de répit. Le sang des civils palestiniens coule jour et nuit. À Khan Younes, le complexe médical El-Nasr, assiégé depuis quelques jours, est au bord d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Les équipes de secours sont bloquées, incapables de récupérer les victimes qui pourraient être juste aux portes de l'hôpital. Même les patients et le personnel médical sont pris pour cible. Plus encore, plusieurs victimes sont toujours piégées sous les décombres et sur les routes, et que l'occupant empêche les ambulances et les équipes de la protection civile de les secourir. Alors que le monde est horrifié par le génocide à Gaza, la communauté internationale est appelée encore une fois à agir. Mais les paroles doivent maintenant être suivies par des actions concrètes pour mettre fin à cette tragédie humaine. Suite à des accusations visant des employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et faute de financement, l'UNRWA pourrait ne pas être en mesure de poursuivre sa mission après ce mois de février. La suspension du financement de l'UNRWA par plusieurs pays met en lumière les enjeux politiques et humanitaires majeurs qui pèsent sur la question palestinienne. Emel Seydel. Dans un contexte où l'avenir de l'UNRWA est en suspens, les regards du monde entier se tournent vers les spéculations entourant son éventuelle dissolution ou transfert. Cette agence, opérant depuis 75 ans en Palestine, joue un rôle crucial dans l'assistance aux 6 millions de réfugiés palestiniens. Plusieurs questions se posent sur le sort de l'UNRWA quant à son éventuelle dissolution, remplacement, transfert ou délocalisation de ses activités vers d'autres agences onusiennes ou ONG opérant en Palestine, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée ou dans les pays voisins. Ces questions suscitent un vif intérêt tant chez les Palestiniens que dans le monde. Plus de 12 pays ont suspendu leur soutien financier à l'agence. Parmi eux, les États-Unis, qui fournissent plus de 60% de ce financement pour des raisons purement politiques. Car l'occupant sioniste souhaite la cessation des activités de l'UNRWA. Elle a d'ailleurs élaboré un plan en décembre dernier, soutenu par les États-Unis. L'entité sioniste accuse 12 employés de cette agence d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Mais jusque-là, aucune preuve n'a été apportée. Pour cela, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place une commission d'enquête, ce qui revêt une importance capitale. La suspension du financement de l'UNRWA représente plus qu'une simple décision politique. C'est un révélateur des jeux de pouvoir et des intrigues qui entourent les décideurs mondiaux. Cette action a des répercussions profondes sur le peuple palestinien et l'avenir de la question palestinienne. L'UNRWA, une agence onusienne dédiée à l'amélioration des conditions des réfugiés palestiniens, se trouve au cœur de cette controverse. En suspendant son financement, les puissances mondiales remettent en question le statut du peuple palestinien.
refusant de reconnaître ses droits en tant que réfugié et son droit au retour, ainsi que son droit à la construction d'un État sur ces terres palestiniennes. Cette décision soulève des préoccupations majeures quant à l'avenir de millions de Palestiniens. Dans un climat de tensions politiques et d'incertitude humanitaire, l'avenir des millions de réfugiés palestiniens reste en suspens. Alors que les accusations et les enquêtes se multiplient, une seule certitude demeure: trouver des solutions durables pour soulager les souffrances de tout un peuple qui dépend de l'aide de l'UNRWA. L'ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Christopher Ross, a critiqué les médias, le gouvernement du Marzen qui ne cesse de mener des campagnes de désinformation et de porter de fausses accusations contre lui lors de l'exercice de ses fonctions, soulignant que le Marzen souhaite un envoyé onusien dans la région dépourvu de neutralité pour satisfaire ses ambitions. Rappelant que Christopher Ross avait déjà dénoncé dans une interview les entraves du Marzen en totale violation du droit international. Emel Bouarba. Réagissant aux accusations fallacieuses publiées sur un site marocain et à celles déjà exprimées par de hauts responsables du Marzen mettant en cause sa neutralité dans le dossier sahraoui, l'ancien envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Christopher Ross, dénonce des campagnes de désinformation et de fausses accusations portées à son encontre lors de l'exercice de ses fonctions. Ce diplomate chevronné avait lors d'une précédente interview dénoncé les entraves du Marzen en totale violation du droit international. Un Marzen qui souhaite un envoyé onusien dans la région dépourvu de neutralité afin de satisfaire ses ambitions. Surtout après 1991 et le plan de règlement qui a été proposé par les Nations Unies et l'Union africaine. L'idée était de faire un ceasefire, un cessez-le-feu, pour permettre aux Nations Unies d'organiser un référendum. C'était ça. Bon, à partir de l'arrivée du nouveau roi du Maroc, l'idée du référendum a disparu dans la tête des Marocains. Mais le Conseil de sécurité n'a pas réagi. Et depuis le début de ce conflit jusqu'à aujourd'hui, un des grands problèmes de la recherche d'une solution est l'inactivité concrète, réelle du Conseil de sécurité. Ils se limitent à dire, et ils l'ont dit maintenant à 1, 2, 3, 4 envoyés personnels, on soutient vos efforts. Comment vous le soutenez? Là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a ni activité diplomatique, ni pression à qui que ce soit. Soulignant que son rôle de facilitateur lui imposait une neutralité absolue, Christopher Ross a tenu à signaler que jamais une seule fois en 8 ans, il n'a épousé une proposition spécifique pour le règlement du conflit, malgré la forte pression du Marzen pour plaider en sa faveur. Depuis 2007, quand le Maroc et le Polisario ont posé leur proposition sur la table de négociation, 15 sessions de face à face entre Polisario et Maroc sans résultat. Et il est clair et évident, mais personne n'ose le dire et ose agir en fonction de ce qui est tellement clair. Les Marocains ne veulent pas négocier. Ils sont beaucoup plus confortables avec le status quo qui leur permet de créer des conditions sur le terrain, d'essayer de faire oublier le dossier au niveau de la communauté internationale. Alors, quelle est leur tactique? Quelle a été leur tactique dans toutes ces sessions de négociation? Ils sont arrivés
Et tout de suite, ils disent, nous, on est là pour discuter de notre proposition d'autonomie. Christopher Ross a rappelé la position indéfectible de l'Algérie qui a toujours été en faveur d'un règlement impliquant un référendum au Sahara occidental conformément aux différentes résolutions onusiennes. L'actualité internationale, c'est aussi le Maroc qui se retrouve face à une situation économique critique alors que des défis multiples menacent de compromettre son avenir. Entre fragilité structurelle, pression externe et crise agricole, Marzène est dans l'incapacité de résoudre toutes ces multiples crises et ainsi assurer de meilleurs jours, un avenir plus stable et prospère pour ses citoyens. Marim Damis pour les détails. Les années s'annoncent difficiles pour le Maroc. La fragilité de l'économie marocaine, exacerbée par un manque de structuration et une corruption endémique, laisse entrevoir des lendemains incertains. La récente décision de la Mauritanie d'augmenter considérablement les droits de douane et de passage sur les produits marocains, notamment les légumes, fragilise davantage le secteur agricole déjà éprouvé par la sécheresse et la perte de certains marchés extérieurs. Tous les rapports officiels du Marzène ne reflètent pas la réalité. En fait, l'économie du Maroc est au bord de l'effondrement. Une grande partie, soit 80%, n'est pas structurée, aggravée par l'ampleur du phénomène de la corruption qui gangrène le pays. Selon les experts, le Maroc va faire face dans les années à venir à de multiples crises et difficultés financières, comme en témoignent certains indicateurs tels que la sécheresse et la baisse des exportations des produits agricoles, la perte de certains marchés extérieurs européens et notamment africains à cause de la décision de la Mauritanie concernant l'augmentation fulgurante des droits de douane et de passage des légumes atteignant 170% et les conflits entre organisations syndicales agricoles dans le vieux continent, de quoi entraîner un ralentissement de la croissance économique. En plus des difficultés économiques, le Marzène reste ébranlé par les attaques inlassables de l'armée sahraoui, déterminée plus que jamais à recouvrer la liberté des Sahraouis. Si ces paramètres indiquent que la crise économique va s'aggraver davantage, avec des répercussions encore plus fortes sur le pouvoir d'achat, entraînant une flambée des prix des produits alimentaires de première nécessité. Il ne faut pas oublier la pression exercée par la guerre menée par l'armée sahraoui au Sahara occidental et les pertes subies par l'armée du Marzène. De ce fait, la population risque de subir de plein fouet les conséquences de cette crise imminente, avec une hausse attendue des prix de produits de première nécessité et une détérioration du pouvoir d'achat. Face à ces difficultés, le Maroc amorce un tournant décisif où les choix politiques et économiques devront être déterminants pour l'avenir des Marocains. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent, affectent depuis cet après-midi plusieurs wilayas de l'ouest et de l'est du pays. C'est ce qu'indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Le niveau de vigilance orange, ce BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Timouchant, Oran, Moussaganem, Chlef, Tipaza, le nord de Naama, Sidi Bel Abbas, Saïda, le nord d'Al-Bayod, Tiaret, Mascara, Rilizan, Tissim Silt et Ain Defla, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm. Pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm durant la validité de ce bulletin qui s'étalera jusqu'à demain 18h. Ces averses affecteront également les wilayas de Msila, Betna, Khenchla, Biskra, Ouladjelal et Mrayar avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm et ce de 1h du matin jusqu'à demain 18h. Des pluies qui se sont bel et bien fait attendre. Il faut dire que nous vivons dans un nouveau climat qui se réchauffe en raison de phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et qui sont malheureusement pas sans conséquence l'infertilité, insuffisance cardiaque ou encore maladie rénale. Le changement climatique a de nombreuses répercussions néfastes sur la santé humaine, que ce soit de manière directe ou indirecte. Un séminaire justement sur l'impact du changement climatique sur la santé a été organisé par l'Académie algérienne des sciences et des technologies au Palais de la Culture Moufdi Zakaria hier. Experts et spécialistes lancent un appel. Couverture, Falia El-Hamdi. Véritable menace pour toute l'humanité, les changements climatiques constituent aujourd'hui un danger pour la santé publique. Les experts tirent la sonnette d'alarme et appellent à prendre les mesures nécessaires pour réduire les dangers résultant des changements climatiques.
Aujourd'hui, nous avons choisi le sujet de l'impact du changement climatique sur la santé. Et comme vous savez, ce sujet est très important, pas uniquement pour l'Algérie, mais pour toute la planète, parce qu'il engage le devenir donc, de toute la société et de tous les secteurs, si vous voulez, de développement national. On peut parler de l'agriculture, on peut parler de l'eau, on peut parler de la pêche, on peut parler des forêts. Donc tous les domaines sont concernés par la question du changement climatique. Les vagues de chaleur, plus en plus fréquentes, sont également derrière des maladies comme la déshydratation et les maladies cardiovasculaires. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables. Le déplacement de certains vecteurs tropicaux et certains vecteurs qui sont susceptibles d'être affectés par les changements climatiques, la température, les précipitations, etc., et qui peuvent provoquer certaines maladies, dont certaines sont émergentes, comme chikungunya, comme Zika, comme la dengue, présentent une menace pour la santé publique. Toutes les études convergent vers une situation plus ou moins alarmante, disant que la température, que ce soit minimale ou maximale, va augmenter à l'horizon 2030, 2050 et 2080. Il va falloir donc élaborer des stratégies, c'est-à-dire que chaque secteur est censé élaborer sa propre stratégie en fonction des résultats obtenus et présentés aujourd'hui de manière scientifique et rigoureuse et pertinente. Ce qui est très important, de veiller à son hygiène de vie pour rester en bonne santé et faire face aux maladies, sans compter qu'il faut améliorer les capacités d'accueil des services de santé, les systèmes d'information en santé, ainsi que leur relation avec les services de météorologie pour anticiper les extrêmes climatologiques. Il est très important aujourd'hui d'intensifier la coordination institutionnelle pour faire face à ces risques. Ligue de football avec les 2 matchs de la première journée de la phase retour joués aujourd'hui. L'Entente de Sétif a battu le SM Khanchla 2-1. Le derby de l'Ouest entre le MC Oran et la Sochleuf s'est terminé sur le score de parité, 1 but partout. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Excellente soirée à vous.